Bonjour à tous. Le conflit des communes va-t-il plomber durablement les finances de nos collectivités? Est-ce normal que les administrés soient ainsi pris en otage? Une ville comme le Lamentin peut-elle accéder aux demandes de l'UTC-UGTG? Jocelyn Sapoti, le maire de Lamentin et président de l'Association des maires de Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Jocelyn Sapoti, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. À quand la sortie de crise dans ce conflit des communes, Jocelyn Sapoti? Alors si ça dépendait de nous, on serait déjà sorti de la crise puisque la dernière fois qu'on s'est quitté, il y a eu une proposition qui est celle des maires et nous avons cru à un certain moment, même à la dernière minute, il y avait un suspense très fort où on était prêt à signer. Moi, j'ai presque vu le syndicat tenir le stylo. Et je n'ai pas compris à un certain moment ce qui s'est passé. Je n'ai pas très bien compris. Mais à mon avis, on aurait pu sortir de ce conflit-là puisqu'on leur a fait une proposition, comme je dis, qui est une proposition ouverte. C'est une proposition qui permet à celui qui peut faire plus, eh bien, d'aller encore plus loin que ce qu'on leur dit. C'est-à-dire que la commune qui se sent capable de donner 100% satisfaction à l'UTG pourrait le faire. Mais la commune qui ne peut pas, eh bien, se limiterait à ce qu'elle peut. Oui. Je pense que c'est du bon sens. C'est de la raison gardée. C'est tout ou rien, en fait. Alors, ils veulent tout ou rien, ce qu'on appelle en créole, rouler à boulon coupé. C'est-à-dire que peu importe ça est passé, on s'en fiche. Nous, on demande et on veut point barre à la ligne. Je vous jure. Sur ce plateau, Nestorius Favel disait il y a quelques jours que vous n'avez qu'à aller péter une banque. Oui. Vous avez entendu ça? J'ai entendu ça. Ils m'ont aussi donné d'autres solutions à l'oreille que je ne vais pas répéter ici, qui sont des solutions qui ne tiennent pas la route et qui sont vraiment démagogiques. Donc, en termes de démagogie, je me suis rendu compte que les politiciens ne sont pas les plus forts. Hein. Très bien. Pour tomber d'accord, encore faut-il négocier, mais là, les discussions sont rompues, c'est bien ça? Et toujours pas de nouveaux rendez-vous? Donc, alors, je le dis à la face de la Guadeloupe aujourd'hui. Ils nous ont proposé un format qu'on a accepté, mais qui n'est pas un format légal, je tiens à le dire. Le président de l'association des maires que je suis n'a aucune compétence, en principe, légalement, pour négocier au nom des maires. On l'a fait parce qu'ils nous l'ont demandé et que la totalité des maires présents, c'est-à-dire 29 maires, m'ont donné mandat pour le faire. Et ils étaient là. Mais le format, en principe, n'est pas celui-là. Donc, je ne suis pas sûr que les maires de la Guadeloupe, et moi, personnellement, je pense que ce format-là, il est arrêté là. Et je ne pense pas que si on devrait reprendre les négociations, que ce format-là, à mon avis, on le retrouvera. Parce qu'ayant discuté avec les autres maires, je ne pense pas qu'ils veulent retourner encore dans ce format-là. Très bien. Donc là, ça voudrait dire que les négociations à venir se feront commune par commune. Vous sortez du champ. C'est à voir. C'est à voir. Je ne sais pas. Il peut y avoir... S'il y a un risque juridique. Non, mais il peut y avoir un autre format. Il peut y avoir un autre format. Par exemple? Le premier format, c'est un format avec une délégation. D'autres formats peuvent être possibles avec des regroupements ou autre, je ne sais pas. Mais le format où il y avait une plénière là, avec 29 maires, à mon avis, c'est un format qu'on aura du mal à reconstituer puisque les maires sont assez déçus. C'est tout simplement pour ça. Hein. Ils sont assez déçus parce qu'ils se sont dit qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Déjà, l'effort d'aller dans ce format-là, c'est un effort qui est quand même important. Ils ont donné une chance inouïe à l'UTC-UGTG. Je dis ça, ils ont raté un rendez-vous historique. Je le dis et je suis assez déçu. Ils ont raté un rendez-vous historique. Un syndicat qui a l'opportunité et la chance d'avoir 29 maires de la Guadeloupe devant lui et prêt à signer un accord avec lui, mais attendez, c'est une chance historique. Mais c'est qu'ils voulaient absolument tordre le cou aux collectivités. Je vous dis quelque chose. Vous l'avez vécu comme ça? Je l'ai vécu comme ça. On a fait les calculs. Nous, hein. On a fait les calculs. Quand ils vous disent 30 €, arrêtez quand même. D'ailleurs, c'était 30 €. Vous voyez, ils auraient fait tout ça de grève pour 30 €. Non, mais soyons sérieux. Tout ça de vandalisme, parce qu'il y a du vandalisme, hein. On va en parler. Tout ça de mobilisation pour 30 €. Alors, s'il fallait donc accéder aux demandes de l'UTC-UGTG, ça coûterait combien? Alors, le premier point, on s'est rendu compte qu'on a fait des simulations, ça tourne autour de 270 € par agent.
multipliez ça par le nombre d'agents. On s'est rendu compte que si on donne satisfaction à l'UTC UTG sous l'ensemble de la plateforme, d'ailleurs c'est ce qu'ils vendent aux gens sur les piquets de grève, 500 €. On ne serait pas loin des 500 à 600 € par agent. Je vous dis, pas même un balai qu'on ne pourrait pas acheter après dans les collectivités. Pas même un balai qu'on ne pourrait pas acheter après. Et je l'ai dit à mes agents, je vous donne satisfaction, ok, vous avez le salaire, mais je ne peux pas payer le salaire. Je ne pourrais même pas acheter pour vous le matériel, vos chaussures de sécurité pour aller travailler après ça. Où est-ce qu'on va? Ce n'est pas de la gestion, ça. Et puis, c'est quoi cette histoire qu'il faut donner aux gens des promotions automatiquement? Vous avez déjà vu ça? Ça existe où, ça? Nulle part. On donne de la promotion aux gens quand ils le méritent. Vouloir dire qu'il faut systématiquement donner aux gens de la promotion et faire avancer les gens, on n'a jamais vu ça. Ah, mais ce discours-là n'est pas compris, Jocelyn Sapoti, il n'est pas compris, ce discours. Ce discours-là, la population l'entend. Et moi, j'ai fait une réunion avec mon personnel. Les contribuables l'entendent. Et les contribuables l'entendent. Et mon personnel l'entend. Parce que moi, je vous avoue que moi, j'ai été interpellé par mon personnel. Ils m'ont demandé une réunion ce matin. Le personnel de la ville. Je leur ai présenté les choses, mais ils ont compris. Ils ont très bien compris qu'eux, ils préfèrent la sécurité de leur emploi, ils préfèrent avoir les conditions de travail améliorées et pouvoir être sûr que tous les mois, ils vont avoir leur salaire, pouvoir être sûr que quand ils vont demander des chaussures de sécurité, qu'ils les auront, au lieu de tordre le cou au maire, au lieu de rouler à boulon coupé, comme on dit, et puis après, ne plus avoir la possibilité de travailler. Vous savez qu'il y a des communes aujourd'hui qui sont dans cette impossibilité-là. Impossibilité d'acheter un balai, je vous dis ça. Mais non, il faut arrêter avec ça. D'ici à ce qu'on avance dans cette affaire, il faut s'attendre à d'autres dérapages comme ceux qu'on a vus ces derniers jours. Et comme je vis aussi moi-même, je n'ai pas pu ouvrir ma mairie aujourd'hui. Il y a de l'huile de vidange à l'entrée de la mairie. On a saccagé la cantine principale. Donc, je suis obligé de payer des entreprises aujourd'hui pour réparer tout cela. Là, avant de venir ici, j'étais en train de trouver une entreprise pour venir me nettoyer la mairie pour ouvrir demain. C'est pas sérieux tout ça. Il faut condamner ce genre d'attitude et avoir le courage de ne pas laisser ces actes impunis. Oui, chez moi, il y a une plainte qui est déjà déposée à la gendarmerie. Oui. Il y a un agent d'ailleurs, mais il faut que les agents soient courageux, parce que ce n'est pas forcément le maire qui va porter plainte. C'est l'agent qui est agressé, l'agent qui veut aller travailler, qui ne peut pas aller travailler dans sa liberté de travail, effectivement est entravé, qui peut porter plainte. Oui, chez moi, il y a une plainte qui a été déposée par un agent. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'UGTG. L'UGTG m'a posé la question, je lui ai dit, écoutez, vous avez une plateforme de revendication où vous dites que le maire doit mettre en place la protection fonctionnelle. C'est-à-dire, il doit protéger ses agents. Mais voilà un cas de figure où je protège mes agents. Et si un de mes agents dit effectivement qu'il porte plainte parce qu'on a porté entrave à sa liberté de travailler, eh bien oui, je dois le protéger. Vos marges de manœuvre, on imagine, au regard de la situation financière de la plupart des communes, puisque là, c'est la majorité des communes qui sont dans le rouge. Donc ces marges de manœuvre sont quasi nulles. Dans ces conditions, que pouvez-vous raisonnablement acter avec l'UTC-UGTG? On peut acter des choses. Premièrement, toutes les communes ne sont pas dans la même situation. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire dire que des solutions au cas par cas. Deuxièmement, des solutions pluriannuelles. Et c'est ça la règle. De toutes les façons, quand on parle de promotion, on parle d'avancement, on est sur ce qu'ils appellent eux-mêmes la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. Eh bien oui, c'est ça. Donc ça se fait de manière pluriannuelle. Ça, c'est la solution. Mais je le dis, et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ça, c'est une solution négociée. Parce qu'on est dans un conflit social, il faut négocier. Mais si on devait s'arrêter à la loi, ce qu'ils demandent est illégal. On pourrait leur dire très bien, non. Aujourd'hui, les textes ne prévoient plus qu'on discute d'avis de la CAP. Les textes prévoient aujourd'hui qu'on parle de la ligne directrice de gestion. Et la ligne directrice de gestion, on ne tient plus compte des avis de CAP. Mais ça, on n'est pas aussi brutal parce qu'on se dit, on est quand même des partenaires sociaux, il vaut mieux, au lieu de se dire toute la loi, rien que la loi, comme dit l'UTC-UGTG, parce que si on dit comme l'UTC-UGTG, toute la loi, rien que la loi, on ne devrait même pas discuter avec eux. Mais on dit, OK, nous sommes des partenaires sociaux, trouvons un modus vivendi. Et mettons en place les choses. OK, il y a eu des avis de la CAP, ces avis n'ont pas été suivis des faits, et les maires avaient leur raison pas de le faire, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Mais bon, OK, on peut discuter, on peut voir, on peut avancer, on peut se mettre d'accord. On peut trouver des solutions, nous sommes ouverts à ça. Les communes vont devoir se préparer, Jocelyn Sapoti, à une réduction de leurs effectifs progressivement. Bien sûr. C'est inévitable, ça? Mais bien sûr.
Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas continuer avec 70% des dépenses en fonctionnement, c'est le personnel. Mais ça ne tient pas la route. On ne peut pas continuer comme ça. Mais comment on va faire pour faire les routes? Comment on va faire pour entretenir les écoles? Comment on va faire demain pour investir dans le pays? Vous savez que si on continue comme ça, on appauvrit la Guadeloupe. Il faut absolument que les maires continuent à jouer ça. Les gens ne veulent pas l'entendre. Ou certaines personnes, même dans l'opinion publique, ça passe mal. Pour dire qu'on joue un rôle d'amortisseur social, il faut qu'on continue à le faire, mais de manière quand même à pouvoir contenir la dépense. On devrait descendre. Je vous le dis, de manière rationnelle. Et c'est ma ligne de conduite à Lamentin. 54%. Oui. 54% des dépenses doivent être consacrées. Acceptable. Acceptable, où là, on peut dire que si on est à 54%, eh bien là, on peut dépenser pour les écoles, on peut dépenser pour les routes, pour l'éclairage public et pour tout le reste. C'est quand même considérable, hein, le delta, il va être de 20 points. Hein. Le delta est de 20 points. Donc ça va être violent. Mais il faut le faire. Bon, on ne le fera pas d'un seul trait. C'est le non-remplacement des agents qui partent à la retraite. Le non-remplacement des départs à la retraite, etc. Contenir la masse salariale et aller chercher aussi des recettes nouvelles parce qu'on a deux, c'est l'effet ciseau. Hein. On joue à la fois sur la dépense mais aussi sur la recette. Mais il faut faire ça, on est en train de le faire. Moi, je suis sûr qu'à Lamentin, dans quelques années, on pourra atteindre cet objectif-là avec les partenaires sociaux qui sont prêts à faire ce travail-là parce que moi, j'ai des syndicats chez moi qui entendent ce discours-là et qui sont d'accord. Hein, et qui veulent qu'on aille dans ce sens-là. Donc, on peut le faire tout à fait, c'est cet objectif-là qu'on se donne, et c'est là où, effectivement, on pourra construire des collectivités qui jouent complètement leur jeu. Le jeu et le rôle d'une collectivité, ce n'est pas d'être le premier employeur de la commune ou encore le premier employeur de la Guadeloupe et d'être là pour verser que des salaires. C'est pas possible. Le maire est aussi là pour ça, hein, hélas, ou heureusement, selon, donner du boulot à ceux et celles qui sont sur le bord du chemin. On parlait d'amortisseur social à l'instant. Quand vous recevez vos administrés, vous devez faire face à ces demandes. Ah bien sûr, je vous dis. Je fais mes permanences en général le mercredi. Aujourd'hui, je n'ai pas pu à cause du mouvement social. Si je reçois 25 personnes, il y a forcément 15 à 20 demandes d'emploi. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas insensible à ça. Ah oui. Donc on résiste à ça. Et on dit que c'est des emplois, souvent ça, politiques ou encore du clientélisme politique. Peu importe. Oui. Même si c'est un client politique. Je dis, hein, je vais au pire. Même si c'est un client politique. Mais ce client politique, c'est un chômeur. Hein. C'est toujours un chômeur qu'on a sorti de là. Le maire, il est là pour entendre cette détresse-là. Mais bien sûr. Voilà. Je vous dis, j'ai vécu quelque chose et jusqu'à maintenant, j'ai mal. On organise chez nous avec les jeunes ce qu'on appelle les petits déjeuners de l'orientation, où on fait des jeunes rencontrer des entreprises ou encore des organismes de formation. Je participe à un petit déjeuner de l'orientation avec des jeunes, où il y a 3 jeunes qui viennent me voir après, qui me disent « Monsieur Limet, nous bien contents, on va faire nous rencontrer centre de formation. » Et ils me décrivent leur situation. Je me rends compte que j'ai devant moi 3 garçons, en fait, qui jouent le rôle de chef de famille, qui nourrissent leur famille et qui font des petits jobs, et je ne dis pas quoi. Vous comprenez à peu près quel job qu'ils font. Et qui me disent, on veut sortir de ça, monsieur le maire. Eh bien, c'était à l'époque des contrats aidés. J'ai pris ces 3 jeunes-là en contrat aidé. Le jour où on a arrêté les contrats aidés, j'ai dû me débarrasser d'eux. Eh bien, il y en a un aujourd'hui, il est à Montégrand. Et à chaque fois que je le rencontre, ce jeune-là, ça me fait mal, parce que je n'ai pas pu l'embaucher. Parce que je n'ai pas les moyens de l'embaucher. Si j'avais les moyens, je l'aurais fait. Quand il y avait les emplois aidés, je l'ai fait. Une fois qu'on a coupé les emplois aidés, j'étais obligé de me débarrasser de lui. Oui, c'est ça. Et ce n'était pas un client politique, lui. Hein. C'est vraiment un jeune dans la détresse. Et après, bien sûr, il est tombé dans la schizophrénie. Une fois réglée la question de la reconstitution des carrières, parce qu'il faudra bien la régler à un moment donné, quel que soit le format, il y aura encore 17 autres points à discuter. Oui. Et sur les 17... On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais quand même, sur les 17 autres points, je pense qu'il reste 2 autres points qui intéressent réellement l'UTC et l'UTG, puisque ce sont des points où il y a des conséquences financières. Les autres points relèvent plus, je dirais, de la législation pure ou encore de l'engagement de l'État ou autre chose. Donc on pourrait aller facilement sur les autres points, mais c'est la même logique et vous avez raison. C'est-à-dire que ce que je leur dis, c'est que nous sommes responsables de la totalité du budget. Les 3 autres points, 2 autres points qui ont des incidences budgétaires, on doit aussi les mesurer avant de donner réponse au premier point. C'est ce que nous avons fait, nous. Parce que nous avons préparé, nous,
tout le canevas qui tient compte de la totalité de leurs demandes. Et en disant que si nous répondons à une première demande et que ça aura des incidences financières, il faut ajouter les incidences financières de la deuxième demande et de la troisième demande. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons préparé la négociation. Et je peux dire que là aussi, on a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit ça. Autant de maires réunis sous l'égide de l'association des maires, mais aussi autant de cadres guadeloupéens. Vous avez des directeurs des ressources humaines, des DGS, des DGA, tout ce monde-là. Donc l'ingénierie est là. L'ingénierie est là. Et j'étais fier de cela. Et le GTG aussi s'est rendu compte de cela, qu'il y a vraiment une expertise guadeloupéenne dans les collectivités. Je pourrais dire une armada qui était là, qui sont des techniciens et qui étaient aux côtés des maires et qui m'alimentaient d'informations. Pendant qu'ils parlaient, ils étaient en capacité tout de suite de me faire des simulations. C'est pour ça que je vous dis que l'histoire des 30 €, non, ça ne tient pas la route. J'avais des techniciens derrière moi, tout de suite, pendant qu'ils le disaient, qui m'ont fait des simulations. Ils m'ont dit, Monsieur le Président, regardez, c'est 270 €, ils se trompent. Donc, vous voyez que oui, ça va coûter, ça coûtera terriblement cher. En attendant, Jocelyn Sapoti, les écoles vont rester fermées et les parents d'élèves vont devoir encore gérer. Le service minimum dans les communes, ça n'existe pas en Guadeloupe? Alors, on a commencé. Les maires sont montés au créneau. Et dans beaucoup de communes aujourd'hui, les maires ont décidé que les écoles vont ouvrir. Moi, chez moi, j'ai ouvert toutes les écoles. Oui, j'ai fait ce qu'il fallait. Jusqu'à quand? Ah, je ne sais pas, mais je tiendrai. Je tiendrai, je peux le dire, je tiendrai. Jusqu'à maintenant, on ouvre les écoles. Hier, ils m'ont saboté la cantine, mais j'ai pris les mesures nécessaires. Et j'ai vu que Jean-Philippe Courtois, d'autres écoles, Gosier, etc., Petit-Bourg, Sainte-Rose, non, nous nous organisons pour ouvrir les écoles et nous allons ouvrir les écoles. Vous organisez, c'est quoi? Ah ben, c'est-à-dire, on prend des entreprises pour pouvoir couper les chaînes, on prend des entreprises pour pouvoir démonter les serrures qui sont abîmées, on met des vigiles quand il le faut. Ah oui. Donc comme ça, vous évitez l'huile de vidange. Exactement. On met des vigiles quand il le faut. On évite d'aller vers l'utilisation de la force publique. Parce que nous, ce serait pour nous vraiment la dernière des solutions. On ne souhaite pas arriver là. Et on le dit à l'UGTG, faisons en sorte que nous ne soyons pas obligés d'en arriver là. On ne le veut vraiment pas. L'objectif aujourd'hui, c'est que les petits Guadeloupéens qui veulent aller à l'école, aillent à l'école, et ceux qui veulent manger à la cantine, mangent à la cantine. Merci Jocelyn Sapoti d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et d'être fidèles comme chaque soir à Franc-Parler. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission sur votre chaîne locale Éclair TV.